Alors pour travailler bien sûr donc des applications basées sur Angular, vous utilisez un IDE, donc vous pouvez utiliser un IDE comme Visual Studio Code. Moi j'utilise IntelliJ notamment pour ceux qui travaillent avec Java. Principalement vous pouvez utiliser donc vous pouvez l'utiliser pour aussi bien pour la partie back-end que pour la partie front-end. C'est très utile. Je vais changer de place. C'est un peu très difficile de travailler comme ça. Alors j'ai besoin de connecter ma machine d'abord. Alors en fait, quels sont les outils que vous avez besoin d'installer pour faire ça? Alors, pour faire ça, donc, vous avez besoin des outils suivants. Donc d'abord d'installer l'outil Node.js, installer Git, et après pour installer Angular, donc c'est l'outil npm install-g Angular CLI. Donc ça, il faut l'installer. Une fois que vous aurez installé Angular, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet. Un projet, bien sûr, Angular. Alors pour le créer, donc c'est ce que je vais faire directement sur ligne de commande. Je vais le faire. Je vais créer un dossier. TFJS. Alors la commande c'est npm new. Le projet, donc je vais l'appeler médical TensorFlow JS. C'est pas npm, c'est ng. Alors là, on commence à être fatigué. Alors ng, en fait, ça suppose que Angular est déjà installé. Alors pour créer un projet Angular, donc est-ce que je vais utiliser un système de routage? Oui. Je vais utiliser CSS. Et vous allez attendre quelques instants, donc il va installer les dépendances. Alors en fait, un projet Angular, c'est un projet Node.js. Donc forcément, toutes les librairies qui sont utilisées sont basées sur Node.js. Donc il va tenter de télécharger toutes les dépendances dont il a besoin. Merci. Bon, voilà. Alors une fois que le projet est créé, donc je vais utiliser mon IDE pour l'ouvrir. Alors mon dossier s'appelle TFJS. Alors voilà, donc ça c'est le projet Angular. Alors dans un premier temps, je vais d'abord démarrer
le serveur pour tester le projet. Alors au début, bien sûr, il faut patienter parce que les DE, bon, comme il y a beaucoup de fichiers, donc il est en train d'indexer l'ensemble des fichiers. De préférence, de le laisser terminer d'abord l'opération d'indexation. Voilà. Alors pour démarrer le test, c'est ngserve pour le serveur de test. Je sais que vous êtes fatigué, mais c'est le samedi après-midi. Il y en a beaucoup que je vois difficilement qui sont en train de... Voilà. Alors en fait, l'application, une fois qu'elle est démarrée, donc je vais utiliser, elle est accessible en localhost, le port 4200. Alors ça, pour quelqu'un qui commence un projet Angular, bah, globalement, vous installez, vous démarrez le projet. Alors maintenant, je vais commencer à mettre des contenus. Alors pour cela, donc la première des choses que je vais faire, c'est que j'ai besoin d'utiliser TensorFlow.js. Alors pour l'installer, on va utiliser npm. npm install. Alors on va enregistrer la dépendance. Alors c'est TensorFlow slash tfjs. Alors ça c'est en fait toutes les librairies en fait JavaScript de TensorFlow, vous les installez. Alors pour le cas d'une application basée sur Angular ou Node.js, c'est comme ça qu'on fait. Et de même, du moment que j'ai besoin de Bootstrap, j'ai besoin d'un certain nombre d'outils, donc je vais faire de même. Je vais installer Bootstrap parce que j'ai besoin d'afficher quelques... fait d'améliorer le design si vous voulez. Alors c'est npm install Bootstrap. Je vais installer la version 3. Alors quoi d'autre? Donc en principe vous avez ça. Vous avez TensorFlow.js, Bootstrap, et après j'aurai besoin de Angular Progress Bar parce que quand on lance l'opération d'entraînement, j'ai besoin d'afficher un Progress Bar qui est plutôt bien stylé. Donc je vais l'installer également. C'est npm install, c'est Angular Progress Bar. Alors voilà, ça c'est les dépendances dont vous aurez besoin en tout cas pour cette application. Alors une fois que vous faites ça, donc pour l'intégration déjà de Bootstrap, parce on aura besoin dans notre code, donc il suffit d'aller vers le fichier AngularJS, dans Styles. Ici on va ajouter le chemin où se trouve Bootstrap. Alors par défaut il est installé dans Node Module. Bootstrap slash dist css et après c'est bootstrap.min.js .css. Ça c'est bootstrap.min.css. Ça c'est pour Bootstrap, c'est fait. Alors sauf que quand vous changez ce fichier là, il faut redémarrer le serveur, donc je vais l'arrêter et je le démarre une deuxième fois. Alors maintenant, dans mon application Angular, pour le moment, alors par défaut, il vous affiche un composant web, c'est ce qui est affiché ici. Maintenant, tout ce que je vais faire, je vais le faire dans cette page, c'est-à-dire dans ce composant web. Alors pour cela,
Alors, il est toujours en train de démarrer. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller vers le composant et je vais faire les modifications qu'il faut. Donc, mon composant, la partie HTML des composants, c'est celle-là. Ici, donc, pour le moment, je vais afficher un div test. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour le test. Alors maintenant, pour utiliser donc TensorFlow.js, donc vous aurez besoin dans la partie TypeScript du composant, c'est d'importer import étoile as tf from. Et ici, on va utiliser donc c'est TensorFlow.js. Alors ça, c'est si vous voulez si vous voulez intégrer TensorFlow dans une application basée sur Angular, bon, forcément tout ce que vous allez utiliser c'est la variable tf. Alors ce qui fait que donc pratiquement, parce que quand vous chargez donc TensorFlow.js, il vous donne un objet, tout est accessible via cet objet tf. Alors c'est pour cela donc je vais l'utiliser dans un premier temps. La première des choses que je vais faire, juste pour faire le premier test, c'est créer un tensor. Alors pour créer un tensor, donc je vais utiliser une variable ou bien une constante. Alors ici, donc, c'est pas ici, donc je vais créer. Mon composant va implémenter une interface qui s'appelle onInit. Alors, comme ça, donc, je serai obligé de redéfinir la méthode ngOnInit. Alors, en fait, cette méthode ngOnInit, donc, elle est faite pour. Donc, c'est la méthode qui s'exécute à l'initialisation, c'est-à-dire au démarrage de l'application. Ici, donc, c'est là où je vais créer mon objet. Alors, par exemple, je vais créer dans un premier temps, je vais créer 3 tenseurs. Je vais faire des opérations de calcul de l'algèbre linéaire. Et par la suite, je vais créer un modèle de réseau de neurones. Alors ici, donc, j'ai X, un tenseur X. C'est TF. Alors, juste pour ne pas avoir une sévérité au niveau de la syntaxe, je vais faire un petit changement ici. Setting. TypeScript. Je ne vais pas utiliser. Alors x c'est tf.tensor. Alors donc vous pouvez choisir donc tensor comme méthode si vous créez un tensor et dans ce cas-là vous spécifiez les données. Par exemple ici donc juste quelques données comme ça. Mais si vous utilisez tensor, ça veut dire qu'il faut spécifier le deuxième paramètre, c'est chip. Alors chip, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'une matrice de D, 3D, alors par exemple, supposons, vous voulez que ces données-là soient représentées sous forme d'une matrice 2x2, donc vous allez utiliser donc 2 lignes, 2 colonnes. Et après, donc, pour voir ce qui se passe, donc vous pouvez faire appel à une méthode qui s'appelle print, si vous voulez afficher donc les informations sur le tensor. Et juste, on peut regarder ici. Bah, si tout se passe bien, en principe, vous pouvez commencer déjà à voir si votre tensor est créé. Alors ici, donc, vous le voyez là. Donc ici, donc, je vois bien un tensor sous forme d'une matrice qui est créée. Bon, c'est une matrice, mais la particularité, c'est que c'est un objet, mais qui dispose d'un ensemble d'opérations que vous pouvez exploiter pour accélérer les calculs. Et pour accélérer les calculs, le plus important à savoir, c'est que si votre machine dispose d'un GPU, ça veut dire que automatiquement TensorFlow.js il utilise le GPU pour accélérer bien sûr ses calculs. Alors dans mon exemple ici, donc je vais créer donc 3 attributs, c'est-à-dire bon, on va créer x de type tf tensor de D. Alors c'est pareil pour y.
et Z. Donc, je vais créer 3 tenseurs dans un premier temps. X, Y, Z. Alors, comme ça, donc, X, il sera défini avec des valeurs suivantes. Alors, je vais créer un... Alors, l'exemple qui est présenté là, dans la présentation, voilà, je vais créer donc un tenseur de... Voilà, tenseur X, c'est 2 lignes, 4 colonnes. Alors, l'autre, c'est 4 lignes, 3 colonnes. Alors, comme c'est un tenseur de D, je peux spécifier les valeurs directement comme ça. Alors, la première valeur, donc je vais mettre des valeurs quelconques. Donc, 2 lignes, 4 colonnes. Ça, c'est la première ligne. La deuxième. La troisième. La quatrième. Alors, je vais juste changer des valeurs. Alors, c'est pareil pour Y. Alors, ça va être pour faire un calcul matriciel. En principe, ici, donc j'ai 4 lignes. Donc, je devrais 4 lignes, 3 lignes. Voilà. 4 lignes, 3 colonnes. Et ici, donc, je devrais avoir... Voilà. 3 lignes, 4 colonnes. C'est ça? Voilà. 4 lignes, 4 colonnes. Bon, ça devrait marcher. Voilà, parce qu'en fait, il faut avoir le nombre de lignes égal le nombre de colonnes de l'autre. Et là, donc, d'abord, ce que je vais faire, donc, je vais afficher mes données. Alors, pour les afficher, dans la partie HTML, ben là, je vais utiliser donc du code HTML. Alors, je vais utiliser donc des classes Bootstrap Container. Je vais utiliser donc, je vais créer un panneau. Donc, panel heading. Alors, ça, c'est tensor X. Et panel body. Alors ici, donc, je vais créer un tableau table. Alors, ce tableau-là contient des lignes. Je vais utiliser donc la classe table et table bordered. Et je vais faire une boucle sur les lignes. Donc, on utilise avec Angular, on utilise ngFor. Alors, pour chaque line of, alors x. Alors, en fait, x, c'est un tensor. Et là, je devrais appeler une méthode qui s'appelle array A5. Alors, en fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que quand vous avez un tensor, c'est que les données sont dans le GPU. En principe, c'est le cas. Donc, ça veut dire si vous voulez accéder aux données du tensor, soit que vous utilisez des méthodes A5, ça veut dire qu'il va attendre jusqu'à ce que les données soient récupérées, ou bien on va utiliser tout à l'heure, si vous voulez, des fonctions asynchrones. Alors, je récupère le tableau. Voilà. Alors, pour chaque ligne, je vais créer des cellules. Donc, ngFor. Alors, pour chaque valeur V dans la ligne, j'affiche la valeur V. Alors, ici,
Alors ici, donc, je sais pas, voilà. Vous voyez quelque chose? Est-ce que c'est clair? Non? L'affichage. Je n'arrive pas à voir, est-ce que c'est lisible? C'est lisible. C'est lisible. Alors ici, donc, je vois ici donc, le tenseur X. Ben, je vais juste faire la même chose que Y. Je fais un copier-coller. Donc ça, c'est le tenseur Y. Et c'est pareil ici. Je vais utiliser Y. Et j'affiche les valeurs. Alors je vais l'utiliser, donc je vais créer un div avec sur 4 colonnes ou bien 3 colonnes. Et je fais la même chose ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait mon tableau il va occuper 3 colonnes sur la largeur de la page. Alors c'est pas le cas. Oui, c'est ça. Alors ici donc j'ai les deux tenseurs et après je vais créer quelques opérations juste pour faire rapidement les tests. Alors quelles sont les opérations que je vais faire? Donc je vais dans la partie TypeScript, je vais créer des fonctions. La première c'est, par exemple, vous voulez faire multiplication. Alors si vous voulez faire la multiplication, ce que je vais faire, donc 10.z, le tenseur z égale, directement c'est x.mat. C'est 10.x parce que c'est un attribut. Point mat multiple y. Alors ici donc j'ai ici donc cette multiplication et après par la suite je vais faire pareil ici. Pour afficher donc le tenseur z. Mais pour faire le calcul, donc j'ai besoin de bien sûr d'utiliser un bouton. Alors je vais utiliser quelques boutons rapidement. Je vais utiliser UL, une liste, classe navPills, dans laquelle j'ai des list items. Alors ici donc je vais créer un bouton. Alors le premier bouton c'est classe btn primary et quand je clique j'appelle la fonction multiplication. Alors ça c'est, si vous voulez, ça c'est x multiplié par y. Alors juste pour s'assurer qu'on affiche des données qui existent, alors en principe ici dans la partie z, ici on va faire un test, ici ngIf, c'est-à-dire cette partie z, je vais l'afficher uniquement si le tenseur z existe. Voilà. Parce que sinon il va tenter d'afficher un tenseur qui est nul. Vous savez, l'histoire d'accéder à un objet qui est nul, ça donne généralement. Alors je clique sur ici, donc il y a une petite erreur, donc il y a un problème dans la référence dans ce tenseur ici. C'est pas y, c'est 10.y. Voilà, alors ici, la même chose, il y a un petit souci. Alors ça c'est l'histoire, donc vous voulez multiplier deux matrices, le nombre de lignes ne correspond pas au nombre de colonnes. Vous voyez ici 3, 4. Alors en fait, est-ce qu'on peut faire ça? Normalement non, n'est-ce pas? Parce que pour faire le calcul matriciel, vous devrez avoir ici combien de... 3 lignes. Voilà, 3 lignes. Donc ici, donc, vous devrez avoir
3 lignes. Donc je vais supprimer une ligne ici. C'est bien ça? Ouais. Voilà. Alors ici, donc, ça c'est des opérations sur les tenseurs. Alors si vous... Alors ici, donc, vu la contrainte de temps, alors dans l'exemple, vous allez trouver il faut expérimenter ces opérations-là, parce que vous avez donc transposé de matrice, vous avez la fonction ReLU dont j'ai parlé, la fonction d'activation, sigmoid, argmax, etc. Donc vous avez des fonctions généralement que vous allez beaucoup utiliser dans les opérations d'entraînement, mais il faut les comprendre d'abord, donc il faut les utiliser si jamais vous voulez élaborer vous-même votre propre algorithme d'apprentissage. Donc ça c'est la première partie. Alors ça c'est ce que je viens de faire ici, ça c'est l'exemple. Bon ça c'est les opérations, donc je vous laisserai vous-même le temps de voir ça. Alors maintenant la partie la création du modèle. Donc dans la partie du modèle, ben, j'ai besoin de créer un bouton qui permet de créer un modèle d'apprentissage. Alors ça c'est la première partie si vous voulez de... Je vais les séparer par un div. Sinon je vais créer un autre conteneur. Ça c'est la première partie. À la rigueur je peux l'oublier cette partie-là. Et c'est pareil, donc je vais utiliser ici donc, un ensemble de boutons. Alors c'est créer le modèle. Alors pour créer le modèle, donc je vais utiliser, j'appelle la méthode create model. Alors cette méthode maintenant, il faut la créer, dans le code. Alors maintenant, comment créer un modèle d'apprentissage? Donc ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que je vais déclarer mon modèle d'une manière globale, sous forme d'une variable modèle de type tf.séquentiel. Il est de type séquentiel. Ici donc je vais utiliser donc tis.modèle égale c'est tf.séquentiel. Alors là vous créez un modèle et après sur ce modèle là donc on va ajouter des couches, des layers. Alors l'exemple que j'ai pris ici, bon, c'est un exemple qui prend deux entrées. On va lui donner le poids d'un individu et la taille. Et après, il va faire la prédiction. La prédiction, est-ce qu'il est de type maigreur ou bien normal? Est-ce qu'il y a un surpoids ou bien est-ce qu'il est obèse? Ça, c'est en quelque sorte, vous avez des données juste pour faire des prédictions dans ce sens-là. Alors pour cela, donc, je vais créer donc, un modèle à combien de couches? Donc il y a la première couche qui contient un certain nombre de neurones et la couche de sortie qui contient 4 neurones. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc 10.modèle.add. Donc je vais ajouter un layer. Alors pour ajouter un layer, on va utiliser tf.layers.dense. Alors rappelez-vous donc dense en fait, c'est-à-dire c'est fully connected, c'est-à-dire c'est tous les neurones de ce neurone sont connectés aux neurones des couches suivantes et précédentes. Donc ça c'est comme ça qu'on la chose comme ça. Alors quand vous mettez dense, donc il faut spécifier comme paramètre un objet qui contient des informations. Alors dense. Alors quels sont les alors donc là le nombre d'unités, input shape et la fonction d'activation. Donc c'est input shape. Alors forcément la première couche de votre réseau, on a besoin de lui indiquer le nombre d'entrées, parce qu'il ne peut pas le deviner. Donc dans notre cas, combien d'entrées? On a le poids et la taille. Donc nous avons 2 entrées. Donc input shape c'est 2. Et après le nombre d'unités, combien de neurones que vous voulez mettre dans cette couche? Donc je vais utiliser par exemple 8. Et après la fonction d'activation.
Bon, un neuron, donc il faut lui choisir une fonction d'activation. Alors par exemple, ici, donc, vous pouvez utiliser sigmoid, ReLU, peu importe. Donc vous avez plein de fonctions que vous pouvez utiliser. Il y a quelque chose qui manque là? Alors, dense. Oui. A priori, il n'y a rien qui manque. Alors, layers dense. Unit, c'est 8. Input shape, c'est 2. Et activation. A priori, donc c'est juste un problème au niveau de l'éditeur. Alors ça, c'est la première couche qui est créée. Alors en fait, juste un petit conseil sur les IDE, en principe, alors quand vous utilisez IntelliJ, parce que par défaut, il utilise en fait, un vérificateur de syntaxe qui est sévère, c'est-à-dire parfois, il peut juste vous signaler comme quoi il faut mettre un espace avant la virgule. Alors ça, c'est des choses que normalement le compilateur ne prend pas en considération ça, mais vous pouvez désactiver cette exigence-là. Moi, c'est ce que j'ai fait normalement tout à l'heure, ici. Ouais. Voilà. Alors c'est juste en fait l'IDE qui est en train d'exiger des éléments syntaxiques. Alors ça c'est la première couche. La deuxième couche, c'est 10.model.add. La même chose, c'est tf.layers.dense. Alors cette fois-ci, donc je n'ai pas besoin d'utiliser input shape. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait que automatiquement le input shape de deuxième layer, ça va être 8. Parce qu'en fait, c'est l'entrée de cette couche-là, c'est quoi? C'est le layer précédent. Alors pour cela, donc, je vais utiliser ici donc directement le nombre de neurones. Dans notre cas, il y a combien de neurones en sortie? C'est 4. Il y a l'activation. Alors pour l'activation, donc la fonction qu'on utilise généralement quand vous cherchez une probabilité d'appartenance à une classe, ça s'appelle softmax. Décidément, donc il y a quelque chose qui lui plaît pas à ce niveau-là. Ok. Problème de rafraîchissement, mais en tout cas. Alors ici, donc, une fois que je crée, je ne sais pas, les organisateurs, enfin, je ne voudrais pas en même temps, je devrais. À quelle heure vous avez prévu l'étape suivante, les organisateurs? Donc c'est juste pour savoir combien de temps que j'ai, il faut que un petit peu j'adapte. Il y a encore du temps?
Bon, alors donc, une fois que vous créez les couches, maintenant il faut compiler le modèle. Alors pour le compiler, donc on va utiliser une fonction d'optimisation. Alors dans notre cas, on va utiliser soit SGD ou bien Adam. Et on va utiliser la fonction d'erreur, loss, on va utiliser mean squared error, c'est-à-dire la moyenne quadratique des erreurs. Alors ici donc, une fois que le modèle est créé, donc je vais le compiler. This.model.compile. Donc on va le compiler en utilisant donc comme je disais loss, c'est quoi? Je peux utiliser directement tf. Et là vous pouvez trouver les fonctions d'erreur que vous pouvez utiliser. Alors ici donc j'utilise mean squared error. Et je vais utiliser donc le optimization. L'algorithme d'optimisation, c'est tf. C'est train. Alors ici donc SGD ou bien Adam. Alors si vous utilisez donc Adam, donc il faut spécifier si vous vous rappelez la vitesse d'apprentissage. Alors la vitesse d'apprentissage, donc c'est un paramètre qu'on va déclarer. C'est learning rate de type number. Alors dans mon cas, la vitesse d'apprentissage c'est 0,01. Et on va la spécifier ici. Donc c'est learning rate. Alors en fait, ça c'est la création du modèle. Je ne vois pas pourquoi toujours il souligne en rouge, donc ça c'est pas de raison en principe. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que voilà. Alors je vais juste afficher une image correspondant au modèle. Alors pour cela, donc je vais prendre cette image que j'ai ici. Copier. Et je vais l'enregistrer dans le dossier de l'application. Alors dans Assets, je vais créer un dossier. Image. Je vais prendre ce chemin-là. Le chemin image. Et je l'enregistre. Et mon modèle, je vais l'appeler modèle.png. Alors en fait, ici donc c'est juste pour vous montrer une illustration. Donc ici donc j'ai le modèle, c'est une image. Alors cette image, je vais d'abord l'afficher ici une fois que le modèle est créé. Donc je crée le modèle. Et là je vais utiliser donc un div. Alors classe donc panel. Div classe panel hidden. Alors ça c'est le modèle. Et dans la partie du panel, panel body, donc je vais afficher donc le modèle. Alors c'est donc pour l'afficher, donc je vais utiliser img. Source, donc c'est le dossier assets /images /modèle.png. Mais en fait, ce modèle.png, donc je vais pas l'afficher dès le départ. Je vais pas l'afficher au départ, donc je vais l'afficher une fois que le modèle est créé. Alors pour cela, donc ce que je vais faire, c'est que ici, donc je vais utiliser une variable qui conditionne la création du modèle. Bon, c'est un attribut également que je vais appeler modèle created de type booléen. Alors par défaut égal à false. Alors quand est-ce que je vais l'initialiser à true? Une fois que le modèle est créé ici. Donc je suppose que maintenant
model created égale à true. Alors si je fais ça, maintenant ce div que j'ai ici, ce modèle que j'ai ici, je vais le conditionner par ngIf. Bon, l'affichage, c'est la variable, c'est if model created. En principe, ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors ici, donc donc ça c'est la première partie donc sur les tenseurs. Je crée le modèle. Une fois que le modèle est créé, bon, généralement ici il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que le modèle est créé. Mais là, bon, c'est juste, j'ai un peu en quelque sorte triché, n'est-ce pas? C'est juste, je représente le modèle qui a été créé d'une manière statique. Je ne suis pas en train de représenter le modèle d'une manière générée dynamiquement, parce que sinon je vais rester là toute la journée. Donc ce que j'ai ici, donc ce modèle, vous voyez donc la première couche, il utilise la fonction sigmoid, il faut la connaître. La fonction, la couche de sortie, elle utilise donc la fonction d'activation softmax. Alors softmax, donc c'est une probabilité d'appartenir à telle classe par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire avec softmax, vous allez avoir des sorties, la somme des sorties égale à 1. Parce qu'en fait, il s'agit d'une probabilité de deviner de quelle classe s'agit-il. Bon, ça c'est la création du modèle. Alors, une fois que le modèle est créé, l'étape suivante, c'est entraîner le modèle. Alors, pour entraîner le modèle, vous ne m'avez pas répondu à la question des organisateurs. Hey, chaud, écoutez, on est en famille, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire tout ce que vous voulez. Si vous me laissez comme ça, je peux rester jusqu'à demain matin, il n'y a pas de... Hein. Donc, c'est juste, il faut que vous me fixiez quand même... Hein? Ah, je peux continuer. Vous avez besoin? Dataset. Alors maintenant, pour entraîner, on a besoin d'un dataset. Alors, dans les exemples que j'ai présentés, exactement, on a besoin d'un data pour input et un data pour output. Alors, tout à fait. Donc, il nous faut un dataset qui présente ces données-là. Alors, moi, ce que je vous conseille, ce que je vous suggère, c'est que ici, dans notre cas ici, à vrai dire, dans ce genre de problème, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui permet de savoir est-ce que vous êtes dans quelle classe maigreur, obèse, normal, surpoids? Ben, c'est très simple, il suffit de calculer l'indice de masse corporelle, n'est-ce pas? Donc à vrai dire, bon, ça, on a choisi juste pour s'entraîner un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser la formule d'indice de masse corporelle, c'est pour générer mon dataset. Donc je vais générer quelques données, et après c'est ces données-là que je vais utiliser pour entraîner le modèle. Mais une fois entraîné, donc je vais le tester avec d'autres données que je ne lui ai pas données pour voir est-ce qu'il arrive à deviner. Donc c'est toujours une bonne pratique, pourquoi? Parce que parfois, quand vous commencez à travailler avec un framework, le seul moyen pour vous pour voir est-ce que vous avez fait, est-ce que vraiment c'est correct, il faut faire soit que vous avez un bon dataset, c'est-à-dire le dataset d'entrée et le dataset de sortie. Bon, après, vous faites confiance au dataset, ou tout simplement vous dites, moi je vais générer un dataset moi-même parce que je connais déjà en quelque sorte on va dire la corrélation qui existe entre les données. Et dans ce cas-là, ça peut vous donner un dataset que vous pouvez utiliser pour entraîner et pour tester. Et après, donc, ça peut vous donner une idée qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Parce que souvent, si vous faites des erreurs, c'est très difficile de le savoir, en tout cas, si vous utilisez un dataset que vous ne maîtrisez pas bien. Alors pour cela, donc, ce que je fais ici dans l'exemple que je vous ai proposé. Alors, dans l'exemple que j'ai proposé, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, en quelque sorte, je vais générer un dataset comme ça. Donc, le input, ça va être un ensemble de valeurs. C'est une matrice d'un ensemble de lignes, et chaque ligne contient deux informations. La première, c'est le poids, et la deuxième, c'est la taille. Mais pour générer ces valeurs-là, ben, comme je disais, donc, je vais juste faire quelque chose de très simple. Je vais faire une boucle. Donc, je vais faire varier le poids, par exemple, de 30 jusqu'à 120. Oui. Oui. Donc, ça fait à quelle heure? Ouais, donc ça veut dire 5 minutes, je m'éclate. D'accord. Alors,
Donc, comme le temps c'est un peu serré, alors je vais juste me limiter sur, je vais vous donner ça parce que après vous pouvez télécharger vous-même en quelque sorte l'exemple de code source et c'est assez intéressant de le tester vous-même. Donc, ce que je vais faire, donc je vais juste, j'ai une méthode que je vais appeler get class. En fait, cette méthode, j'ai une méthode get dataset. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est une méthode qui va, soi-disant, qui va créer un input, un tableau vide, output, et après je vais faire une boucle de P de 30 jusqu'à 100. À chaque fois, je vais sortir 10. Ben, c'est-à-dire, je ne vais pas prendre toutes les données, sinon ça ne sert à rien. Donc, je vais prendre juste quelques exemples de poids. Et la même chose, je vais faire varier la taille de 100 jusqu'à de 100 cm jusqu'à 200. Après, avec un pas de 10. Et à chaque fois, donc, je vais ajouter dans input le poids et la taille. Et dans output, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter la classe correspondante, c'est-à-dire le output. Et pour moi, le output, il est calculé ici, comme ça. Alors, pour le output, j'ai une méthode, je lui donne le poids, je lui donne la taille. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la formule de calcul de l'indice corporel, de masse corporelle, c'est-à-dire l'indice égal à quoi? C'est le poids divisé par la taille au carré, mais la taille en mètres. Donc c'est pour cela que j'ai divisé par 100. Et après, en principe, dans la formule, si le IMC est inférieur à 18,5, en principe, vous êtes dans quelle classe? Vous êtes dans la première classe, c'est-à-dire maigreur. Alors donc pour moi, c'est pour cela que la sortie, ça va être un tableau dans lequel j'ai 1, 0, 0, 0. Alors en fait, le premier élément, ça représente la première classe. Les autres, c'est les autres classes. Alors s'il est compris entre 18,5 et 25, donc c'est 0, 1, 0, 0. S'il est supérieur à, il est compris entre 25 et 30, c'est plutôt, on est dans surpoids. Et sinon, on est dans le cas obèse. Alors qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas écrit beaucoup de code, mais avec ça, je génère un dataset d'une manière très simple que je peux utiliser pour entraîner le modèle. Une fois que je l'aurai entraîné, et après, j'ai également un moyen pour tester est-ce que les résultats qu'il me donne, est-ce qu'ils sont corrects. Ça, c'est un moyen d'être sûr que le code que vous écrivez, est-ce qu'il est bon. Mais une fois que vous aurez créé ce modèle comme ça, après, vous allez maintenant l'appliquer à d'autres problèmes. Et vous prenez des cas quelconques et vous aurez juste besoin de savoir comment lire les données. Alors c'est pour cela que les démos que je vous ai préparés, il y a un exemple, notamment pour le cas des diabétiques. Donc vous avez un vrai fichier c'est-à-dire de dataset avec des exemples réels. Et vous pouvez utiliser le même code pour faire les prédictions. D'accord? Alors ça, globalement, je vais basculer juste vers l'appli qui est là. Alors, open. Voilà. Alors, ça, c'est l'application que vous pouvez consulter. Je vais la tester ng surf. OK.
Alors c'est une application qui devrait marcher normalement. J'ai ajouté des choses, 55, 55, même chose ici. Max. Voilà. Alors voilà, donc en principe, ce premier exemple, il va vous donner quelque chose comme ça. Bon, d'abord, la première, c'est vous regardez comment faire des calculs sur les tenseurs, comme je viens de dire. Après, vous allez créer un modèle. Bon, ça, c'est le modèle, le même, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Après, vous avez entraîné le modèle. Alors, pour l'entraîner, forcément, donc, vous allez voir maintenant, c'est le même dataset que j'ai généré, que je viens de vous montrer, et l'utiliser. Vous voyez, donc, ça, c'est l'évolution de l'erreur. Donc, forcément, j'ai utilisé ici un certain nombre d'époques, je crois 600, c'est-à-dire c'est le même dataset. Je l'ai utilisé donc plus de 100 fois. Alors que vous voyez donc, c'est en quelque sorte pour faire ça, donc il y a de machine learning déjà, mais en même temps, c'est pour quelqu'un qui fait déjà le développement web, il utilise déjà Angular, donc c'est vraiment c'est très 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 pratique. Donc vous avez quelque chose, vous êtes déjà en quelques heures, c'est-à-dire vous pouvez intégrer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle dans votre application web côté navigateur. Et également pour les applications mobiles. Parce que si vous faites le développement hybride, par exemple avec Ionic, bah, tout simplement faites la même chose. C'est-à-dire dans une application mobile, vous pouvez utiliser, c'est le même code que vous utilisez pour pouvoir faire des opérations. Et ça va être très utile. Alors une fois que le modèle a terminé l'entraînement, maintenant je peux passer à la prédiction. Après je vais lui dire par exemple, supposons 64 kg, 1m70, faire la prédiction. Ben, il vous dit voilà ce qu'il a prédit, c'est normal, et voilà ce qu'il devrait normalement me donner. Et après, vous pouvez changer, vous dites par exemple, là par exemple 90 kilos par exemple, ben, il me dit voilà, je suis sur la catégorie obèse. Et là, vous n'êtes pas sûr de tomber toujours, c'est-à-dire si vous faites le test de beaucoup de données, vous allez trouver encore qu'il n'a pas vraiment peut-être appris à 100%, mais c'est comme ça, c'est-à-dire dans un modèle, quand vous faites l'évaluation, vous dites mon modèle, il est valide à 90%, 98%, et après vous dites donc je peux lui faire confiance. Mais par contre, c'est pour cela, c'est juste pour vous dire que le choix du dataset que vous utilisez, il est important. Alors forcément, ça c'est l'une des caractéristiques. Alors la deuxième application que vous pouvez regarder, et celle qui peut-être vous donne facilement des idées sur ce que vous pouvez faire, c'est celle dans laquelle je vais utiliser, donc c'est du deep learning, parce que ça c'est du machine learning. L'autre application que vous pouvez consulter, mais c'est vraiment ça, je l'ai préparé pour vous, donc c'est-à-dire pour cette conf. Donc en principe, ça devrait rentrer dans votre. Alors comment je l'ai appelé déjà, donc c'est ML5 Feature Extractor, je crois que c'est ça. Ça. J'ouvre. Voilà, elle est déjà ouverte. Alors cet exemple-là, donc toujours pareil.
Alors déjà pour voir le code ici, donc ce que dans le deuxième exemple, vous utilisez Emil5.js dans lequel on va utiliser un modèle déjà pré-entraîné. Donc vous allez écrire vraiment quelques lignes de code, une dizaine de lignes de code, et vous téléchargez le modèle MobileNet qui est très connu, hein, qui est très utilisé dans le domaine de l'imagerie. En fait, MobileNet c'est un modèle qui est déjà pré-entraîné pour reconnaître des centaines de milliers de types d'objets. Vous lui montrez l'objet, il vous dit de qui s'agit-il. Mais ce qui n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la partie Feature Extractor, c'est-à-dire un modèle qui permet d'extraire des caractéristiques. Alors si ce modèle est démarré, voilà ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous voyez petite caméra là. Alors l'idée c'est quoi? C'est que vous avez donc le modèle est démarré. Vous avez la caméra, vous pouvez lui montrer des objets. Par exemple, ça c'est une bouteille. Ben, je vais écrire bouteille. Et après, je vais dire ajouter l'image. Ajouter l'image. Donc, c'est-à-dire, en fait, quelque sorte, je suis en train de lui apprendre c'est quoi une bouteille. Bon, avec différentes catégories de photos. Donc, je viens d'ajouter des images et après, je vais ajouter également d'autres objets. Alors, je prends, par exemple, celui-là. Ça, c'est un micro. Microphone. Je dois un petit peu dégager. Même si je suis dans l'image, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Là, je clique plusieurs fois donc, pour lui montrer l'image. Donc vous voyez, donc qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné une vingtaine d'images. Et après, je vais entraîner. Alors là, il va lancer l'entraînement. Et après, une fois qu'il a terminé l'entraînement, et là, vous voyez déjà, je lui montre l'objet bouteille. Il me dit, ça, c'est une bouteille à 100%. Alors, je peux lui donner sur plusieurs formes. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il a facilement appris la forme. Ce n'est pas l'image qu'il a appris, mais c'est la forme. Il utilise là ce qu'on appelle la partie de l'extraction des caractéristiques. Là, je lui donne le microphone. Donc ça, c'est le microphone. Et après, à partir de là, donc, vous pouvez juste voir, par exemple, dans les applications web mobiles, avec votre caméra, qu'est-ce que vous pouvez, en temps réel, vous pouvez facilement faire des applications extraordinaires avec ça. Alors, si vous regardez en quelque sorte le code que j'ai créé pour faire ça, c'est pas beaucoup. Alors, ça, c'est le code TypeScript. Alors, ça, c'est une vingtaine de lignes de code. Mais c'est donc, j'ai pas créé le modèle. J'ai pas créé le modèle, mais j'ai utilisé un modèle pré-entraîné. Vous voyez donc, vous avez en quelque sorte deux exemples d'applications sur lesquelles vous pouvez baser. Donc, le premier, dans lequel il vous apprend comment créer vous-même le modèle. Vous cherchez votre dataset, vous l'entraînez. Donc, ça, c'est des applications quelconques. Le deuxième, c'est celui que vous avez ici. Donc ça c'est utiliser MobileNet, mais cette fois-ci j'utilise Emil5.js. Vous voyez donc Emil5.js, il utilise implicitement TensorFlow.js. Donc, et vous pouvez l'utiliser donc, pour chercher des modèles comme ça. Après, par la suite, pour la partie Java. Alors pour la partie Java, donc, vous avez une partie sur Deep Learning 4J. Il y a des exemples d'applications que j'ai présenté. Notamment, c'est très intéressant parce que là, c'est encore plus, avec beaucoup plus de fonctionnalités. L'exemple que je présente ici, dans la partie Deep Learning 4J, donc c'est celui-là. C'est ce que je vous propose, voilà. C'est un exemple assez classique. Il y a il m'a ici, donc, dataset. Donc, l'exemple, il vous montre juste comment vous dessinez avec, ça c'est une application JavaFX. Vous dessinez donc un nombre et après il vous dit donc ça c'est un 2 ou bien c'est un 1, donc vous faites des dessins. Alors pour faire ça, donc forcément, vous apprenez automatiquement à utiliser donc
c'est du deep learning, vous utilisez les réseaux de neurones à convolution, mais ça, c'est votre paramétrage que vous mettez. Je crois que je devrais m'arrêter parce que sinon, je vais rester là jusqu'à demain.